Le 21 février, Vladimir Poutine a signé un décret reconnaissant l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk à l'est de l'Ukraine. Puis, le président russe a ordonné à son ministre de la Défense de déployer immédiatement l'armée russe dans ces deux nouvelles républiques pour y mener une opération de maintien de la paix. Le gouvernement russe a même soumis les traités de défense et de sécurité conclus avec les nouvelles républiques populaires à la Douma pour ratification. La reconnaissance de l'indépendance de ces deux républiques autoproclamées était plus que prévisible si l'on se penche sur les cas de la Transnistrie moldave ou de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud géorgienne. Le déploiement des troupes russes dans le Donbass, la région qui regroupe les républiques de Luhansk et de Donetsk, a marqué la première incursion officielle des troupes russes sur le sol ukrainien et constitue une violation flagrante des accords de Minsk II. Mais ce n'était qu'un prélude à la première guerre sur le sol européen depuis des décennies. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que cette décision, bien qu'il s'agisse d'une violation manifeste de la souveraineté ukrainienne et des accords de Minsk II, n'était qu'une simple légalisation de l'activité militaire russe qui avait débuté en 2014. L'Ukraine a donc décrété la loi martiale, mobilisé des milliers de réservistes et lancé les préparatifs pour faire face à l'invasion imminente. Moscou a nié l'opération qui se dessinait, mais compte tenu de l'encerclement de l'Ukraine par la Russie, le contraire aurait été étonnant. Et ce n'est pas faute d'avoir été prévenu par la CIA qui, pour une fois, a visé juste. Alors comment nous sommes-nous retrouvés dans cette situation? Que s'est-il passé dans les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Luhansk? Surtout, quel avenir leur est-il réservé? Deux nouvelles républiques populaires. Depuis l'autoproclamation de leur indépendance en 2014, les deux nouvelles républiques ont été presque complètement isolées du reste de l'Ukraine et du reste du monde, à l'exception, bien sûr, de la Russie. Au gré des années, elles sont devenues des territoires de plus en plus opaques, fermés et militarisés. Mais que représentent-elles réellement pour l'Ukraine et la Russie? La République populaire de Donetsk s'étend sur environ 8900 km² et compte environ 2 300 000 habitants. Cet homme que vous voyez à l'écran s'appelle Denis Pushilin. Il a pris le pouvoir à la suite d'élections pseudo-démocratiques consécutives à l'assassinat par les services ukrainiens du major Alexandre Zakhartchenko, Premier ministre et président de la République populaire de Donetsk. Quant à la République populaire de Luhansk, elle s'étend sur environ 8300 km² et compte 1 600 000 habitants. Ces deux oblasts, un terme russe et ukrainien pour désigner une région, représentent une superficie totale de 17 300 km², soit l'équivalent de 2 fois la Corse. La population totale est de 3 900 000 habitants, bien qu'il est tout à fait possible que ces stats soient complètement désuètes, étant donné les déplacements de population dans un contexte de guerre qui dure depuis 8 ans déjà. Le 22 février 2014, Viktor Yanukovych, le président ukrainien de l'époque et partisan notoire de Moscou, fuit la capitale ukrainienne avant d'être destitué à la suite des manifestations déclenchées par l'affaire Euromaïdan. Cet événement a marqué un réel tournant dans les relations russo-ukrainiennes. En fait, l'Euromaïdan survient lorsque le pouvoir ukrainien pro-Moscou renonce à un accord d'association avec l'Union européenne au profit d'un accord avec la Fédération russe. Des manifestations débutent en novembre 2013 avant de laisser place à la révolution Maïdan, qu'on appelle aussi la révolution de la dignité ou de février. Durant ces émeutes, d'après les autorités ukrainiennes, 104 civils et 20 policiers sont tués, même si d'autres estimations tablent sur environ 800 morts. Après la fuite de Yanukovych, un président intérimaire est désigné, Oleksandr Turchinov, et des élections sont organisées. Un régime pro-européen en sortira vainqueur, dirigé dans un premier temps par Turchinov comme président et par Arseniy Yatsenyuk comme premier ministre. Yulia Tymoshenko, figure historique de l'opposition ukrainienne et ancienne première ministre, qui passa 3 années et demie en prison dans des conditions très difficiles, fut alors libérée. La Russie répond donc à la révolution de Maïdan en annexant la Crimée tout en fomentant un soulèvement dans l'Est ukrainien. Mais alors que la prise de la Crimée s'est déroulée sans trop d'encombre, la gestion de l'Est de l'Ukraine a été plus difficile que prévu. Les manifestations pacifiques à Donetsk et Luhansk ont rapidement cédé la place à un conflit armé entre le nouveau gouvernement ukrainien et les milices locales soutenues par Moscou. Les rebelles pro-russes ont progressé rapidement et ont pris le contrôle de la presque totalité des oblasts de Donetsk et de Luhansk. Mais la contre-attaque de l'armée ukrainienne et des contingents de civils volontaires a contraint la Russie à déployer des chars, des batteries anti-aérienne et de l'artillerie à longue portée pour ralentir la contre-offensive ukrainienne et forcer Kiev à accepter un cessez-le-feu et à signer les accords de Minsk II. Depuis lors, la ligne de front était restée plus ou moins stable. Les accords de Minsk II devaient en principe mettre fin au conflit. Encouragé par la France et l'Allemagne, considéré avec scepticisme par les États-Unis, le protocole a reconnu la souveraineté ukrainienne sur les territoires disputés en échange de l'octroi d'un statut d'autonomie spécial par Kiev aux régions rebelles. Les termes du protocole étaient vagues et aucun des partis n'a tenu parole.
En fait, le conflit n'avait jamais vraiment pris fin. Les tireurs d'élite sont restés en embuscade et les tirs d'artillerie ont continué. On estime que jusqu'à la semaine dernière, ce conflit a causé la mort de 20 000 personnes et poussé 2 millions de personnes à quitter la zone de conflit. C'est ainsi que sont nées les nouvelles républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Les institutions publiques ont été outragées, un modèle de société ultranationaliste s'est imposé et la plupart des entreprises minières ou dans l'acier ont été expropriées de leurs actifs pour être mises à disposition d'oligarques pro-Moscou. C'est le cas par exemple de Yevgeny Yurchenko, un investisseur russe qui contrôle désormais de nombreuses ressources de la région du Donbass. Et en ce qui concerne le modèle de gouvernance, le régime des deux oblasts sont fortement militarisés et autoritaires. Ils ont réussi à reformer un modèle soviétique dans les zones occupées, et il ne s'agit pas de celui des années 60 et 70, mais de celui des années 30 et 40, avec des cachots, de la torture. Un système qui gâche des vies si vous osez écrire ou dire quoi que ce soit de négatif sur ces républiques et les autorités qui les gouvernent. Stanislas ACF, romancier et journaliste originaire de Donetsk. L'oblast de Donetsk, l'un des territoires les plus développés de toute l'Ukraine. Vous pouvez évidemment vous douter des conséquences. La ruine et le gâchis. Il y a à peine une décennie, Donetsk était l'un des hauts lieux du football européen. C'est l'Ukraine et la Pologne qui ont organisé l'Euro 2012, remporté par l'Espagne qui avait éliminé la France en quart de finale. Pour accueillir la compétition, la ville a été grandement rénovée, un nouvel aéroport a été construit, des routes ont été restaurées, tout un parc hôtelier est sorti de terre. Les régions de Donetsk et de Louhansk formaient la ceinture de rouille, le moteur de toute l'industrie ukrainienne, une importante enclave minière et industrielle et abritant aussi les plus grandes aciéries du pays. C'est à Donetsk que Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine, avait bâti son empire. Ce milliardaire avait amassé d'après Forbes une fortune personnelle d'environ 7 milliards de dollars. Mais cette embellie économique est derrière nous. Les infrastructures publiques sont en lambeaux, le réseau de téléphonie mobile et internet sont médiocres, l'activité économique s'est effondrée et le chômage a grimpé en flèche. La moitié de la population aurait fui vers le reste de l'Ukraine, la Russie ou ailleurs en Europe, en particulier Pologne. Évidemment, les firmes étrangères avec des antennes sur place ont également cessé leur activité. Il y avait beaucoup d'enthousiasme pour la République populaire de Donetsk au début. Tout le monde scandait RPD, RPD, RPD. Maintenant, la ferveur a cédé sa place à la déception. L'économie s'y est effondrée, les emplois ont disparu. On ne trouve rien de bon là-bas. Alexander Gayevoy, exilé de la région de Donetsk. Aujourd'hui, ces deux républiques sont devenues des territoires très pauvres qui survivent essentiellement grâce à la contrebande et au financement russe. En fait, tout est russe. La devise officielle est le rouble, les citoyens ont des passeports russes, ils ont accès aux prestations sociales russes. Bon, pour ce point, on ne peut pas réellement les envier. Et surtout, leurs dirigeants respectifs ont adhéré au parti politique de Poutine, Russie Unie. C'est plutôt d'une pseudo-indépendance qu'on parle, tout au plus d'une certaine autonomie. Et l'avenir ne s'annonce pas brillant. Sans reconnaissance internationale, l'investissement étranger et le développement d'une logique de marché y seront très difficiles. Pour ne rien arranger, à la suite de la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des deux régions, le président Joe Biden a interdit à toute entreprise, entité ou citoyen états-unien d'engager directement ou indirectement des projets d'investissement, d'exportation, d'importation, de financement ou de toute autre transaction commerciale avec ces territoires. De nombreux autres pays dans le monde ont fait de même, comme le Canada, l'Australie et l'Union européenne. Donetsk et Louhansk ont été effectivement coupés de la sphère internationale. Les oblasts les plus prospères d'Ukraine sont à présent ruinés. Étonnamment, au gré des années, ce furent les villes du Donbass qui étaient restées sous contrôle ukrainien qui ont le plus profité de cette situation. Ces villes ont accueilli une main-d'œuvre ouvrière ainsi que des investissements privés d'origine russe. Par exemple le cas de Kharkiv, la deuxième ville la plus peuplée du pays. Cette ville, par son histoire, entretient des liens étroits avec la Russie. Sous l'Empire soviétique, il s'agissait d'un des principaux bassins manufacturiers d'armement pour l'armée rouge. Les rebelles pro-russes ont brièvement occupé la ville en 2014 jusqu'à ce qu'ils en soient délogés par l'armée ukrainienne. Or, on estime qu'en 2014, à peine un tiers de la population était loyale au régime ukrainien. Début 2022, ce pourcentage avait grimpé à 70%, précisément du fait de l'écart de développement par rapport au territoire aux mains des rebelles pro-russes. Le principal obstacle auquel doit faire face Moscou est justement structurel. Son modèle n'est pas viable. Et étant donné les progrès sociaux et le climat des affaires au sein de la fédération russe, les Ukrainiens ne pouvaient pas faire autrement que de répliquer le modèle occidental. La reconnaissance par la Russie des deux républiques rebelles a permis de tirer la sonnette d'alarme et ce à cause d'un détail. Jetez un coup d'œil à cette carte. Foncé, ce sont les territoires que les rebelles séparatistes contrôlaient, et en clair, le territoire qu'ils revendiquent.
La Russie soutient les revendications territoriales complètes des séparatistes ukrainiens. Sans surprise, la provocation de Moscou a suscité une série de condamnations fermes de la part de l'Occident. Joe Biden impose une vague de sanctions à la Russie du fait de l'invasion de l'Ukraine. Le président états-unien cible les élites, certaines banques et la dette souveraine. Il déclare que d'autres mesures suivront si Poutine persiste. L'Australie, le Canada et le Japon imposent des sanctions à la Russie suite à la crise ukrainienne. La pseudo-indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk promet un avenir terne à moyen terme aux populations ukrainiennes et russes qui seront évidemment durement frappées par les sanctions décidées par la communauté internationale. Nous avons des informations crédibles qui indiquent que les forces russes listent les dissidents ukrainiens à assassiner ou à envoyer dans des camps. Les forces russes auront probablement recours à la force létale pour disperser les manifestations pacifiques. Batseba Neil Crocker, représentante des États-Unis auprès des Nations Unies. La crise actuelle est très préoccupante pour l'avenir de l'Europe. Les populations civiles font à nouveau les frais des jeux de pouvoir d'une élite vieillissante et rétrograde. L'histoire se répète et nous ne pouvons qu'espérer que la mobilisation actuelle prenne de l'ampleur et permette de mettre fin aux provocations néocolonialistes posées par des dirigeants atteints du délire des grandeurs. J'attends vos retours et n'oubliez pas, c'est toujours une bonne idée d'avoir des pastilles d'iode et un sac d'urgence sous le lit ou dans la voiture au cas où ça dégénère. Et on me glisse à l'oreille que le réservoir plein, c'est une bonne idée aussi. On se quitte sur une citation de notre char général de Gaulle: l'indépendance, c'est la clochardisation.